Je pense qu'on va pouvoir commencer, Marc-Antoine. Donc, si vous voulez, je vous laisse vous présenter. Oui, bah écoutez, donc docteur Surekanal, je suis médecin vasculaire à Agno. En fait, médecine vasculaire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui s'intéresse à la circulation du sang dans les artères, les veines, les lymphatiques, etc. En gros, pour faire simple, si on rapproche ça de la cardiologie, le cardiologue s'occupe de la pompe, du moteur, et moi je m'occupe du reste de la plomberie. Attention, je ne suis pas gastro-entérologue, donc le sanitaire n'est pas mon domaine, hein. C'est la plomberie avec voilà. Euh, Au départ, ça s'appelle angiologue ou angéologie, mais on a changé de dénomination il y a une quinzaine d'années, même si on continue à nous appeler angiologue. Maintenant, on s'appelle plutôt médecin vasculaire, parce qu'angiologue, les gens se demandaient si on soignait les anges ou les angines. Bon, c'est ni l'un ni l'autre. Les angines, c'est pas mon domaine. Les anges, bon, c'est vrai que parfois il y a des jeunes femmes qui sont belles comme des anges, mais c'est pas le plus gros de ma clientèle, malheureusement. C'est comme ça. Donc voilà, médecin vasculaire. Par ailleurs, il se trouve que j'ai une formation universitaire, j'ai un master de biologie humaine, option immunologie, donc ce qui se passe autour du Covid, je le décrypte très bien. Voilà. Fantastique. C'est fantastique, justement, par rapport à cet aspect-là. Qu'est-ce que vous pourriez nous expliquer de la situation du Covid actuellement? Bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, comme vous l'avez compris, c'est une pandémie, c'est pas la première, puisqu'on a régulièrement des pandémies. Les dernières pandémies que l'on a eues, bah, c'est surtout euh, un début de pandémie à SARS-CoV-1 dans les années 2003, 2002, 2003, 2005. Si je me souviens, j'ai les chiffres quelque part, c'était en 2002. Et puis, on a eu en 2013 le MERS-Covid. Mais en fait, ces infections sont restées très localisées. Et au XXe siècle, tout le monde a en mémoire la grippe espagnole dans les années 17 à 20. Et beaucoup de gens ont oublié la grippe asiatique en 58-59 et la grippe de Hong Kong en 68-69, qui ont fait aussi des milliers de morts. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu au tout début de cette pandémie des papiers qui sont sortis, des publications, indiquant que le risque était majoré avec cette pandémie par rapport aux pandémies précédentes, si on peut comparer à celle de 69, tout simplement parce que, comme vous l'avez remarqué, cette pandémie tue et touche surtout, pas seulement, mais surtout des personnes âgées, des gens obèses, diabétiques, hypertendus. Or, bien, en 58 ou en 68, 69, il y avait beaucoup moins de vieux, beaucoup moins de gens de plus de 80 ans. Il y avait peu d'obèses, il y avait peu de diabétiques, peu d'hypertendus. Pourquoi? À l'époque, tout le monde ne prenait pas sa voiture, hein. Rappelez-vous cette époque, il y avait encore des trains, on prenait son vélo, on bougeait plus, les gens étaient plus sveltes. On n'avait pas ce que l'OMS a appelé depuis maintenant 10 ans l'épidémie d'obésité qui touche le monde entier, puisque même les Chinois sont touchés par ça. Donc cette épidémie d'obésité, elle est liée à une nourriture qui est abondante et de mauvaise qualité. Elle est liée au fait que les gens sont de plus en plus sur leur ordinateur, leur smartphone, etc. Vous voyez bien les jeunes générations qui sont tout le temps sur leur téléphone. Donc, à une époque, moi qui suis un vieux crouton, quand j'étais gamin, on sortait, on allait jouer, quoi. Aujourd'hui, ils sont devant leur machine, voilà, ils jouent à des jeux en ligne où il n'y a plus d'activité. Je ne parle pas de sport, il n'y a plus d'activité physique. Oui, il y a les pouces, quoi. Il va y avoir bientôt des tendinites des pouces. Ça va Et de être la compliqué à opérer, ça. Oui, tout à fait. Bon, c'est alors un exemple sur cette pandémie, c'est qu'évidemment, on voit bien qu'il y a une différence de mortalité plus importante par rapport à ces personnes-là, par rapport aux années 69 et 68, mais aussi en Afrique. On s'est inquiété au début de la pandémie en disant ça va être une catastrophe en Afrique, il n'y a pas de structure sanitaire, ça va s'effondrer. Et puis, il ne se passe pas grand-chose. J'ai un copain qui vit à Pointe-Noire, c'est Congo-Brazzaville.
donc l'ancien Congo français, il n'y a pas de souci. Au départ, il y a eu des craintes, donc ils ont confiné en même temps que nous le premier confinement. Bon, à l'africaine, hein, c'était, bref, un peu léger. Bref, mais il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas de pandémie là-bas. Les hôpitaux ne sont pas remplis par les gens qui sont Covid+. Pourquoi? Parce que les gens âgés, il y en a peu. C'est surtout un continent jeune, euh, pas beaucoup d'obèses. Du coup, il n'y a pas de diabète, il n'y a pas d'hypertension, quasiment. Mhm. Ben voilà. C'est des gens qui sont plutôt actifs parce que là-bas, pas trop de voitures, il faut marcher, Mhm. il faut travailler physiquement. Oui, aussi. Voilà, on voit bien où est le problème. Maintenant, pour nos pays européens, manifestement, ce qu'on se rend compte de cette maladie, on pensait au départ que c'était une maladie pulmonaire, puis on se rend compte, il y a une étude qui est sortie en septembre qui a été faite par des médecins allemands et suisses. Ils ont pratiqué des autopsies sur des gens décédés du Covid. Ils ont constaté qu'en fait, la maladie touchait la paroi des artères et des veines. C'est une vascularite. Et cette vascularite, c'est ce qui explique que, elle a un tropisme pulmonaire, hein, d'où les gros problèmes pulmonaires, mais un tiers des gens qui décèdent du Covid décèdent en réalité d'embolie pulmonaire. Mhm. Euh, Beaucoup de patients en réanimation qui font des cas de Covid graves se retrouvent avec des thromboses artérielles, c'est-à-dire les artères bouchées de manière brutale et qui nécessitent souvent une amputation. Donc il y a un certain nombre de gens qui se sont retrouvés amputés suite à leur passage en réanimation à cause du Covid. Donc on voit bien que ce n'est pas tout à fait pulmonaire. Et il y a beaucoup de formes de Covid qui se font sous forme de gastro-entérite, de diarrhée. C'est une des raisons pour lesquelles maintenant, un des moyens de surveillance de l'épidémie sont les eaux usées. Parce que dans les eaux usées, vous repérez le virus. Et si le taux de virus augmente, c'est que vous avez 3-4 jours d'avance sur le rebond de l'épidémie, en fait. Donc voilà, vous pouvez comme ça prédire le rebond de l'épidémie. C'est ce qu'ont fait les marins-pompiers de Marseille, mais ça venait d'une étude qui avait été faite à Milan. Les Italiens à Milan, à la fin de la première vague, ont repris parce qu'ils conservaient dans leur laboratoire d'études des eaux usées, ils conservent des échantillons sur 1 an, sur 2 ans. Et ils ont pu constater qu'en fait, les premières traces de virus étaient en janvier et ils ont vu la courbe d'augmentation du virus dans les eaux usées de Milan qui avait grosso modo 1 semaine à 10 jours d'avance sur la montée de l'épidémie et l'arrivée des gens à l'hôpital. Voilà. D'accord. Actuellement, on se rend compte qu'en Europe, les pays qui ont été très touchés par la première vague s'en sortent de manière différente. Si on prend l'Espagne, elle n'est toujours pas sortie des ennuis et elle a été très touchée la première vague, elle est toujours très touchée. L'Italie, ça s'est très bien passé dans le sud, ils avaient réussi à tout bloquer et ça s'était très bien passé dans le sud et maintenant c'est en train d'exploser dans le sud parce qu'ils n'ont pas l'expérience avec tout ce qu'on a pu voir de ce qui se passait à Naples. A contrario, des pays de l'Europe du Nord qui n'ont pas été touchés, qui ont bien pu empêcher les choses lors de la première vague, le premier confinement, comme l'Allemagne ou l'Autriche, en ce moment c'est une catastrophe parce qu'ils ne sont pas du tout préparés. J'ai une fille qui vit à Vienne, elle m'explique comment ça se passe toutes les semaines, mais c'est à s'arracher les cheveux. Chez nous, ils font n'importe quoi, c'est complètement absurde, mais alors chez eux, c'est encore pire. C'est l'exemple du truc idiot, c'est Castex et donc le gouvernement et les autorités qui disent bon, bah, on va ouvrir les stations de ski, mais pas les remontées mécaniques. Bon, ça fait hurler tout le monde. On se dit, mais c'est idiot. Alors les Autrichiens ont dit à nous, c'est important le ski, la saison de ski, c'est très important pour le PIB. Donc nous, on ouvre les stations avec les remontées mécaniques, même si l'Allemagne, l'Italie et la France s'y opposent. Donc ils ouvrent les remontées mécaniques et tout ça à partir du 24 décembre. Mais, Hmm. mais, les bars, les restaurants et les hôtels
n'ouvre qu'à partir du 7 janvier. Eh oui. Bah, on dort Donc, sur les remontées mécaniques. donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc, c'est On va, voilà. on va revenir Donc, dans les bronzés et l'étoile des neiges sur son télésiège. exactement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est une maladie nouvelle et tout le monde est perdu. Alors, Oui. nous les médecins, on apprend au fur et à mesure parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus et en 6 mois, des progrès considérables ont été faits. Et vous voyez bien que pour cette deuxième vague, la prise en charge à l'hôpital a été bien plus efficace parce qu'on connaissait mieux la maladie. On sait déjà ce qui marche et ce qui ne marche pas. De ce fait, les gens hospitalisés sont restés moins longtemps hospitalisés. Les gens en réanimation sont sortis au bout de 15 jours. Et on a des gens qui étaient hospitalisés, beaucoup moins ont dû être passés en réanimation. On a été bien plus efficace, plus vite. Résultat, vous voyez que le deuxième confinement a été beaucoup moins long que le premier, moins sévère, et on en sort beaucoup plus vite. On a eu de bien meilleurs résultats. Alors que je peux vous dire qu'en Autriche, ils continuent à s'enfoncer. Actuellement, plus de la moitié de leurs lits d'hôpitaux sont pris par des Covid. Ok. Donc, ils commencent à plus savoir où les mettre. Voilà. Donc le confinement s'avérait être une solution plutôt efficace dans notre situation, dans notre pays par rapport à cette situation-là? Le problème, c'est l'afflux de patients. On n'a plus de structures hospitalières qui sont prévues pour des afflux de patients massifs. Je reprends l'exemple de la pandémie de 68-69. À l'époque, vous aviez des grands services hospitaliers parce qu'à l'époque, quand on vous hospitalisait pour quelque chose, on allait vous garder 15 jours, 3 semaines. Oui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez de l'hospitalisation euh, à la journée avec des lits portes, vous avez de l'ambulatoire et on réduit la durée d'hospitalisation. Les patients sont demandeurs, ça diminue le coût pour la société, ça limite le risque d'infection nosocomiale. Donc, tout est positif. Évidemment, arrive une pandémie et là, on a besoin de beaucoup de lits pour mettre les gens et du personnel qui va avec. Or, en 30 ans, 40 ans, on est passé d'un système hospitalier avec beaucoup de personnel, beaucoup de lits et où on gardait les gens longtemps, à un système vraiment où on garde les gens peu longtemps et on a le personnel adapté. Beaucoup moins de personnel, puisque c'est ce qui coûte le plus cher, c'est le personnel partout. Et dans le même temps, on a une population qui s'est sédentarisée, est devenue beaucoup plus à risque. On a diminué nos capacités d'un côté et augmenté nos risques de l'autre. C'est ça. Mais notre impréparation française est aussi l'impréparation de tous les pays occidentaux et de tous les pays dans le monde. Pourquoi? Parce que l'espèce humaine est incapable de se préparer pour quelque chose qui va se passer tous les 30 ou 40 ans. Ce n'est pas possible. Et les gouvernements des pays démocratiques, malheureusement ou heureusement, on est dans une démocratie. Donc une démocratie, on change nos élus régulièrement. Du coup, eux, ils ont le nez dans le guidon. Il faut qu'ils fassent quelque chose pour montrer à leurs électeurs, j'ai fait quelque chose pendant mon mandat. Donc comment voulez-vous, pour un élu, prévoir quelque chose à 10 ans, alors que lui, son élection, elle est dans 3 ans ou dans 4 ans ou dans 5 ans? C'est pas possible. Vous prenez le président de la République, il est élu, la première année, il prend ses marques, la dernière année, il est contesté. Il lui en reste 3 pour essayer de faire quelque chose. Et quand il est contesté tôt, comme ça a été le cas comme c'est le cas actuellement du président, mais ça a été le cas de Hollande, ça a été le cas de Sarkozy, grosso modo, 2 ans avant l'élection, ils ne font plus rien, parce que dès qu'ils font quelque chose, ils sont contestés. Donc on a des politiques qui mènent des objectifs à 6 mois, 1 an, 2 ans. Et là, on parle d'une pandémie. La prochaine, elle viendra dans 40 ans. On ne sera pas prêt. Ouais. Voilà. Vous me direz, moi, je ne serai plus là. Dans 40 ans. Bon, elle sera peut-être dans 30. Bref. Ce qui montre l'impréparation. Alors, à côté de ça, comme on ne sait pas trop, comme les scientifiques eux-mêmes au départ manquaient d'éléments,
Il ne faut pas oublier qu'aussi qu'on a depuis 30 ans une grande bon, bref, beaucoup de juges qui sont derrière les choses actuellement. Si vous prenez la suppression du marché de Noël à Strasbourg, Oui. on sait depuis le dernier confinement que ça ne se transmet que par voie aérienne en intérieur. Alors, il peut y avoir des transmissions par contact direct, mais vraiment quelqu'un qui a toussé dans sa main et qui en met partout, quoi. À l'extérieur, vous avez du vent, il n'y a pas de contamination, on le sait. Pourtant, on supprime le marché de Noël où on pouvait au départ mettre les cahutes éloignées, 300 mètres entre chaque cabanon, etc., etc. Tout simplement parce que les élus se sont rendus compte que les Allemands fermaient leur marché de Noël, Nancy ferme son marché de Noël, tout le monde fermait ses marchés de Noël. L'élu strasbourgeois s'est dit, bah, si moi je laisse ouvert et qu'il y a le moindre pépin, on va m'attaquer. Je vais vers le droit, à procès, scandale, les journalistes vont dire, mais comment, vous vous rendez compte, vous n'avez pas… Alors, voilà, on ferme. On prend l'exemple des salles de sport, parce que c'est l'exemple qui nous intéresse. Les salles de sport ont été mises dans le lot bar-restaurant, c'est-à-dire des endroits où, certes, il y a des protocoles qui sont mis en place, mais pour des raisons pratiques, on enlève son masque. C'est vrai que c'est difficile de faire du sport avec un masque, c'est compliqué, mais c'est aussi le cas, par exemple, moi je suis amateur d'opéra, ma fille à Vienne, elle essaye de devenir chanteuse d'opéra, donc évidemment les projections de gouttelettes quand vous chantez de l'opéra, au départ ils leur ont demandé de chanter avec des masques. Autant dire que c'était une catastrophe. Mmh. Ce qui fait que c'est aussi c'est considéré comme à risque. C'est aussi pour ça que ils ont demandé à ce que les chorales ne travaillent pas, ou alors en distanciel, pour limiter le risque de contamination. Dès que vous êtes en intérieur et que vous enlevez le masque, il y a un risque de contamination. Le Alors, problème là-dessus, c'est que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a eu des études qui ont été faites, malheureusement pas en France, mais aux États-Unis, qui ont montré que le taux de contamination dans les salles de sport, avec les protocoles qui avaient été mis en place, était inférieur à 3%. Donc, c'est négligeable. tout à Mais fait. bon, il Alors, y a un… Oui, dans tout ce que vous avez expliqué par rapport aux personnes qui sont le plus à risque dans cette situation pandémique, donc les personnes âgées, les personnes atteintes d'obésité, de diabète et oui, d'hypertension, euh, aujourd'hui, dans notre situation, ce sont des personnes qui ne viennent plus dans une salle de sport, oui. clairement parce qu'elles ont été identifiées comme étant à risque et elles préfèrent, plutôt que de le courir, l'éviter. Donc, on est aujourd'hui face à un public qui est, entre guillemets, en bonne santé, qui souhaite venir s'entraîner dans un établissement où toutes les mesures, tous les gestes barrières ont été mis en place par rapport à la distanciation. On a même été au-delà de ce que le gouvernement nous a demandé, dans le sens où, par exemple, au niveau de notre espace de machines, on a une quarantaine d'équipements et on limitait l'accès à une quinzaine de personnes dans les mêmes flux. Dans les activités collectives, on restreignait 25 personnes dans 250 mètres carrés. Ça veut dire 10 mètres carrés par pratiquant. On parle de l'air. On a fait nettoyer tous nos filtres de VMC à double flux, c'est-à-dire il y a une aspiration, on recycle, on sort l'air et on le change. 1000 mètres cubes heure qui ont été mis en place par espace d'entraînement. Donc, quand à un moment donné, vous avez des personnes qui sont en bonne santé, qui viennent dans un établissement où elles ne se sentent pas en risque justement, puisque tout est mis en place, le port du masque dans les déplacements où on se croise. Une fois qu'on est installé, certes, on le retire, mais il y a une telle distanciation entre les gens et un sens de circulation qui font que le risque est tellement minime que l'ensemble des personnes qui venaient s'entraîner sont dans l'incompréhension parce qu'elles nous disent mais c'est pas possible avec tout ce qui est fait. Alors certains restaurants c'est pareil, ont mis en place des plexiglas, ont mis en place tout ce qui a été demandé par le gouvernement. Donc il y a une grande incompréhension de beaucoup de professionnels actuellement par rapport à ces décisions et de beaucoup de clients qui fréquentent ces établissements. Moi je suis d'accord, hein.
complètement d'accord. Ben, vous avez un exemple très récent quand le 1er décembre, on diminue le confinement avec réouverture des commerces, réouverture des lieux de culte, avec une jauge pour les lieux de culte à 30 personnes. Alors, c'est là où c'est complètement idiot, puisque vous vous dites, ah bon, bah, dans une toute petite chapelle, vous avez le droit d'être à 30 personnes, puisque c'est la jauge, et à la cathédrale, uniquement 30 personnes, puisque c'est la jauge. Oui, euh, il faut, disons, comprendre, même si ça ne les dédouane pas, que la haute administration qui prend les décisions tranche à un moment donné. Ils tranchent à partir des données qu'ils peuvent avoir qui sont souvent contradictoires parce que ils sont comme nous. La population générale entend les médecins, les spécialistes, dire une chose, d'autres dire une chose, et ça paraît un peu contradictoire. Et ce qui fait que l'administration ne sait plus comment prendre sa décision. Alors il tranche en disant bon on va faire une cote mal taillée, on va faire comme ça. Voilà. Ce qui fait qu'évidemment vous faites des mécontents obligatoirement. Ce qui est certain, c'est que déjà d'avoir dès le départ indiqué qu'il y avait des magasins essentiels et des magasins non essentiels était une erreur dialectique. Dans le pays de la littérature, où on a quand même des prix littéraires qui sont reconnus, vous dire bon on va fermer les librairies, d'accord. Et alors pour pas que les gens aillent acheter à la Fnac ou chez Leclerc, et on va devoir là aussi condamner le rayon librairie. Donc on est quand même le pays de la littérature où on interdit aux gens d'acheter des livres. Enfin, c'est affolant, quoi. Tout à fait. Pourquoi ils en sont arrivés là? C'est parce qu'à un moment donné, ils déterminent qu'il va y avoir des commerces dont on va avoir besoin, alimentation, bricolage, matériel de bureau, pour pouvoir continuer à travailler. Ils sont dits essentiels, et les autres non essentiels, ils auraient pu trouver un autre terme, ce serait mieux passé. Hein. Mais, alors, vous voyez, moi, quand j'allais chez le coiffeur, hein, c'était aussi dans les non essentiels. Hein. Donc, à un moment donné, je trouve que ça, c'est essentiel. Beaucoup de dames pensent aussi que leur épilation, c'est essentiel et que quand elles sont toutes seules avec l'esthéticienne, le risque, il est nul. Bah oui, elles ont raison. Mais voilà, la haute fonction publique a choisi de trancher et de dire, voilà, pourquoi? Pour limiter les contestations. Et en faisant ça, pour faire simple, pour limiter les contestations, évidemment, en faisant ça, ils ont mécontenté tout le monde. Évidemment. Il aurait peut-être été plus judicieux de mettre en place une gestion régionale ou peut-être plus locale. Vous savez bien que ça n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans notre pays, puisque nous ne sommes pas l'Allemagne, un pays fédéral. On est un pays où tout est dirigé par Paris, c'est dans notre constitution. Si dans une région, vous faites différemment que d'une autre région, ça peut être contesté devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, se basant sur la Constitution française, donnera raison à ceux qui contestent. Donc, si vous confinez tout le monde. Et de la même manière. Parce que si vous faites des différences de confinement, ça peut être contesté devant le Conseil d'État. On doit être tous égaux devant la République, c'est dans la Constitution. Voilà. Ça se contredit un petit peu, le fait que justement on stigmatise certains secteurs. Alors ce qu'on a ressenti dans le cadre des salles de sport, c'est après la première vague, au mois de juin, quand on nous a autorisés à réouvrir, on s'est dit, mais super, les gens auront envie de bouger encore davantage. Ils se sont rendus compte que l'activité physique, l'activité sportive, je crois même que le gouvernement a lancé une campagne à ce moment-là pour inciter les gens à bouger davantage, que c'était quelque chose d'important et que ça pouvait être une solution pour rester en bonne santé. Or, on a pu se rendre compte, et là, je parle de manière nationale, parce que tous les clubs ont été touchés de la même façon, il y a eu une forme de déviance sur l'accès en club à la pratique sportive, puisque les gens s'inquiétaient d'être à un moment donné infectés par ce virus. Le fait qu'il y ait eu tellement
d'informations dans les médias, dans les communiqués qui étaient faits par le gouvernement sur le fait de ne pas se réunir dans des lieux clos. Un amalgame a été fait. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de commerces subissent, même après la réouverture, ont subi les effets négatifs de ce qui a été dit. Comme vous le dites, on est un pays littéraire. Utiliser les termes d'essentiel et de non essentiel, ça a déjà un impact dans le subconscient des gens. De faire comprendre qu'un tabac est plus essentiel qu'une librairie, pour moi, c'est une aberration. Il y a des Pour moi choses aussi. dans la gestion de la situation qui, aujourd'hui, on a du recul, on a eu une première vague, on aurait dû analyser ça et on aurait dû bien positionner les choses. Rien n'aurait empêché, par exemple, qu'on nous demande à ce que les pratiquants utilisent, parce qu'il existe des masques sportifs avec des valves. Ça existe depuis des années, hein. On a des pratiquants qui, justement, utilisaient ça même depuis 2 ou 3 ans, qui ont des masques sportifs. Et on aurait adapté les activités physiques en conséquence pour les rendre moins intenses. Tout est possible, tout est aménageable. La question, c'est, mais pourquoi enchaîner une société, c'est pas seulement les entreprises, on parle des pratiquants, on parle de la population, qui, elle, est aujourd'hui contrainte à devoir trouver des alternatives pour s'entraîner chez elle, à retirer ce lien social. Il ne faut pas oublier non plus, on est une démocratie, ce lien social fait partie de notre société. Et c'est ce que les gens aujourd'hui recherchent. Il manque cruellement de lien social. Ce qui va arriver pendant les fêtes, c'est qu'il y aura énormément d'impact social parce que les gens ne s'étant pas vus, j'imagine que le gouvernement va alléger les mesures d'ici les fêtes de fin d'année, ce qui fait que beaucoup de gens vont un peu migrer à gauche et à droite. Il va y avoir des croisements sans doute aussi qui peuvent générer une troisième vague. Et c'est là qu'on se Oui. pose la question de tout ce qui est mis en place aujourd'hui et de la... Est-ce que vraiment au niveau du gouvernement, les gens ont réfléchi à l'aménagement de toutes ces mesures sur le long terme? Et je crois que ça, c'est le point fondamental. On met en place des choses, on punit des gens, on punit des sociétés, mais on ne réfléchit pas à l'impact d'ici 1 an ou dans 6 mois. Oui, le problème, c'est que les conséquences de la première vague et du premier confinement n'ont pas été analysées. Mm. En fait, le gouvernement, et puis nous les Français en général, hein, on a fait comme si c'était bon, quoi. On avait fait l'effort, c'était fait et on n'en parlait plus. Alors, on s'est retrouvé au sortir de la deuxième vague, on était au mois de mai, avec une partie des scientifiques, par exemple le professeur Raoult, qui partait sur l'hypothèse que ce virus était un virus qui était passé. Voilà, il était passé une fois, comme le SARS-CoV-1, comme le MERS-CoV, et que c'était bon, c'était réglé. Et d'ailleurs, les chiffres étaient tellement bas et beaucoup de gens ont voulu le croire et le gouvernement aussi, lui et d'autres scientifiques. Hein. Et puis d'autres scientifiques, euh, le, les scientifiques d'Oxford, par exemple, ont dit attendez, c'est pas certain, il est possible que ce soit simplement une baisse d'activité liée du virus liée aux efforts du confinement et que ça va remonter à partir de septembre, dès qu'il va y avoir la rentrée scolaire, universitaire, etc. Et que la deuxième vague arrivera, vous verrez, en octobre et novembre. Malheureusement, c'est eux qui ont eu raison. Et on ne s'est pas préparé à cette deuxième vague, du tout. Et effectivement, on a fait comme si on a voulu croire tous que c'était fini. Et du coup, on n'a pas du tout analysé ce qui avait été positif et ce qui avait été négatif dans les mesures prises pour le premier confinement, pour pouvoir recadrer un éventuel deuxième confinement. Et résultat, le deuxième confinement, le gouvernement a un peu tardé, il aurait pu le faire 15 jours plus tôt. Par exemple, quand il a mis le couvre-feu, il a mis le couvre-feu parce qu'il espérait que ça permette d'éviter de faire de nouveau un confinement. Mais c'était déjà trop tard. Le train était lancé à grande vitesse, c'était déjà trop tard. Dans le couvre-feu, paradoxalement, quand vous disiez tout à l'heure, on est dans un État démocratique et pas un État fédéral. Par contre, le couvre-feu, vous voyez, il a bien été mis en place par région et par centre d'infection. Donc, c'est pour ça que je m'interroge sur le fait qu'on ne soit pas plus dans une approche localisée et qui permettrait peut-être de maintenir une activité, une économie, un lien social qui soit moins brutal
que de tout stopper et de tout interdire du jour au lendemain. Ben, ça, on est tous d'accord. Ouais, Mais on est tous d'accord. Mais le problème, c'est que c'est pas fait comme ça. tout à Beaucoup de fait. décisions, par exemple la décision de limiter le périmètre de distance à 1 kilomètre au Oui. départ, bah, ça c'est typique de gens qui habitent dans une grande ville. Quand vous habitez dans un village à la campagne, que vous avez la forêt à côté, où vous rencontrez personne, c'est que c'est complètement stupide de vous limiter à 1 kilomètre. Tout à fait. Parce que c'est nos élites parisiennes, voilà. Quand Mm. lors du premier confinement, ils ont interdit aux gens d'aller dans les bois, parce que tous les Parisiens allaient au bois de Vincennes et au bois de Boulogne. Voilà. Nous, avec la forêt vosgienne, on pouvait aller se balader, on rencontrait personne. Ben non, c'était interdit. Mm. Bon, c'est voilà, Effectivement. tout est dirigé de Paris. Mais C'est ça, ça le il n'y a pas problème, que c'est ça qu'il qui il fonctionne devrait. pas hein, par rapport à ça. Donc, Je pense que la décentralisation des décisions ouais, bah, il pourrait y a du boulot. permettre une meilleure communication et pourrait permettre Mm. à déjà dans chaque région à ce que les préfets puissent justement s'interroger un petit peu plus sur le fonctionnement dans leur région et mettre en place Tout des à fait, mesures qui sont peut-être plus adaptées. tout à fait. Alors on va peut-être en arriver au rapport J'ai de l'OMS. Alors Oui, justement, par rapport au rapport de l'OMS, moi j'ai des précisions. Ça, le rapport de l'OMS, bah, euh, peut-être vous pouvez en parler rapidement, parce que moi j'ai des choses à préciser par rapport à ce qui se passe en France. allez-y. Il y a des choses officielles, mais justement, parlez du rapport de l'OMS, allez-y, je prends la Mhm. parole. Alors, donc, ce que j'avais partagé donc, pour les membres qui sont présents aujourd'hui, c'était le rapport qu'on vous avait fait suivre sur la page du club qui préconise 150 à 300 minutes d'activité physique aérobique, donc d'intensité modérée, ou au moins 75 à 150 minutes d'activité physique aérobie d'intensité soutenue, ou une combinaison équivalente de type d'intensité. Et pour les enfants et les adolescents, au moins 60 minutes par jour en moyenne d'activité physique essentiellement aérobique et d'intensité modérée à soutenue. En fait, ce que l'OMS soulève aujourd'hui, c'est le manque d'activité dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez clairement dit par rapport aux années 60-70, où on était beaucoup moins sujet, déjà on vivait moins vieux, on était rarement obèse ou atteint d'obésité, le diabète et l'hypertension étaient quand même des facteurs plus moindres. Aujourd'hui, le problème de notre société moderne, c'est donc l'alimentation qui n'est plus du tout adaptée aux besoins essentiels, parce qu'on nous a apporté des produits qui, pour moi, ne devraient même pas être commercialisés. Ensuite, on a une sédentarité qui est quand même très, très marquée. Aujourd'hui, la plupart des gens, c'est métro, boulot, dodo. Le principe, alors j'ai une activité professionnelle dans laquelle je suis assise, c'est juste l'exemple type des futures maladies à venir, entre les problèmes de dos, les problèmes émotionnels même, hein, le manque d'épanouissement, la fatigue, la lassitude, tous les axes psychologiques qui peuvent en ressortir. Et donc, l'OMS recommande justement urgemment aux gens de se mettre à une activité physique régulière pour prévenir des maladies cardiaques, le diabète de type 2 ou le cancer, mais également par rapport à la santé mentale pour réduire les cas de dépression ou d'anxiété. Comment doivent faire les Français qui n'ont plus accès à leurs activités et à leurs loisirs, que nous limitons dans leurs déplacements pour pouvoir suivre les recommandations de l'OMS? Comment on fait? Bah, c'est bien l'absurdité des règlements qui ont été mis en place, hein. Il y a un article qui est paru dans la presse allemande qui parlait de l'absurdistan en parlant de la France. Donc voilà, l'absurdistan. Oui, les décisions sont absurdes, sont contradictoires. Et alors ça, c'est depuis le début, hein. Mon épouse est médecin aussi, mais dans l'administration. Et lors de la première phase de la pandémie, elle a été constamment en contact avec la préfecture, l'ARS et tous les gens qui intervenaient et elle participait à la coordination de tout ça sur le département. Vous aviez la préfecture
qui est la voix du Premier ministre qui indiquait une chose et l'ARS qui indiquait autre chose. Oui. Et c'était tout le temps comme ça, quoi. Donc, même au sein des différentes administrations, il n'y a pas d'accord. Donc, on est dans un flou complet, ce qui fait qu'il y a des décisions absurdes. D'un côté, il faut faire du sport pour sa santé. De l'autre côté, on ferme les salles de sport. Bon, ça, c'est, voilà. Je voulais préciser sur l'OMS, une chose qui a été précisée par l'OMS de manière… Ça, parce que, bon, les minutes de sport, etc., c'est bien, mais quel est l'objectif? Il faut savoir que, statistiquement, l'OMS a classé actuellement l'inactivité physique comme le 4e facteur de risque de mortalité au niveau mondial, parce que c'est une pathologie mondiale. Ça représente 6% des décès mondiaux, l'inactivité physique. Et le maintien d'une activité physique dans le cadre des maladies de longue durée, hein, les gens qui sont en ALD, maladies de longue durée, ça permet de lutter contre ces maladies de manière efficace. Et l'OMS titre en exemple que l'activité physique réduirait le risque de récidive du cancer du sein ou du côlon de 30 à 50%. C'est pas rien. C'est pas rien. Voilà. Donc actuellement, il y a un décret du gouvernement français qui est sorti le 30 décembre 2016 et qui précise que le médecin traitant peut prescrire aux patients atteints d'une affection de longue durée une activité physique dispensée par l'un des intervenants, donc en particulier les professionnels titulaires d'un diplôme dans le cadre de l'activité sportive en salle. Et cet article est fondateur de quelque chose qu'on ne connaît pas assez en France. Il y a possibilité pour les médecins de prescrire de l'activité physique à ces patients. Et dans ce cadre-là, il y a une prise en charge par certaines mutuelles et en partie par la CPAM du coût de la salle de sport. Donc, c'est ce qu'on appelle le décret sport sur ordonnance. Je pourrais vous envoyer les documents si vous êtes intéressé. Hein. Avec plaisir. Je m'en doute, je m'en doute. Et c'est de plus en plus précisé. Et on a tout un tas d'articles qui sont sortis sur ça, sur sport et santé, et en particulier chez le diabétique, avec une baisse. Donc, chez le diabétique, on surveille le diabète non insulinodépendant, l'hémoglobine glyquée. On peut passer d'une hémoglobine glyquée de 8, c'est-à-dire presque, on va devoir bientôt mettre de l'insuline, à inférieur à 7, proche de 6, c'est-à-dire très bien équilibré, par une activité physique régulière. Et donc, on améliore la durée de vie et on diminue le nombre de médicaments chez le diabétique par l'activité physique régulière. On diminue l'impact des maladies cardiovasculaires, en particulier dans mon domaine. Dans mon domaine, par exemple, si vous avez des artères bouchées, le seul traitement médical efficace, c'est la marche. La marche, la marche, la marche, la marche, la marche. Moi, j'ai des patients qui ont évité des opérations parce qu'ils ont été dans une salle de sport, je ne sais pas, dénommée Alexia et Jackie, je crois. Et ils ont fait du tapis, hein, de marche. Voilà, ils ont évité l'opération. Quelqu'un qui a une pathologie cardiaque, la rééducation à l'effort, c'est important. C'est important dans le cancer, c'est important dans les maladies psychologiques et psychiatriques. C'est important vraiment dans tous les domaines. Et il y a une étude américaine qui était sortie il y a plus de 10 ans sur l'Alzheimer, qui a montré qu'on réduisait de moitié la vitesse de progression de la maladie d'Alzheimer par l'activité physique régulière. Donc, voilà. Et à côté de ça, on ferme les salles de sport. Alors, une chose à vous indiquer, c'est qu'il se trouve qu'à Paris, donc, des salles de sport ont été autorisées à ouvrir dans le cadre de ce décret santé, sport santé, pour les patients en ALD sur prescription médicale. Donc, c'est des salles de sport qui ont été réouvertes uniquement sur prescription médicale
pour sport santé. Alors, j'ai une question pertinente Oui. d'une personne qui vient d'écrire, mais alors, pourquoi prescrire du sport quand les gens sont déjà malades? Il faudrait peut-être le prévoir avant. Bah, oui, mais ça, c'est l'éducation de la jeunesse. Hein. C'est l'éducation de la jeunesse, et l'éducation de la jeunesse se fait aussi en famille. Donc, peut-être que dans chaque famille, on pourrait limiter l'accès à la télé, à l'ordinateur, à la tablette, aux jeux vidéo à ses enfants et les foutre Mhm. dehors un coup de pied au cul en leur disant, écoute, va donc grimper aux arbres, faire du vélo, va taper dans un ballon, va sonner chez On les a fait. copains, fait des blagues aux voisins. Voilà, Tout à ça fait. c'est une première chose. Mm. Donc évidemment, il vaut mieux prévenir que guérir. Et de toutes les manières, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'OMS préconise pour tous les âges l'activité sportive. Mais maintenant, si on précise sport santé, bah, il y a un cadre aussi qui est institué. De tout temps, on dit qu'il faut faire une activité sportive. Euh, Mhm. un des exemples que l'on peut citer, c'est Joseph Pilate. Je ne sais pas si vous connaissez Joseph Pilate, qui est l'inventeur de la méthode Pilate. Tout à Euh, fait. voilà. Bon, ben, Joseph Pilate, je ne sais pas si vos auditeurs, ceux qui vous écoutent, connaissent. C'est un Allemand qui se trouve au début de la Première Guerre mondiale. Il donne des cours en Angleterre. Première Guerre Mhm. mondiale. Il donne des cours en Angleterre. Et là, bah, il est fait prisonnier, hein, puisque c'est un Allemand qui est en Angleterre au début de la guerre. Bon. Et il est mis en camp de prisonniers. Il va passer toute la guerre dans un camp de prisonniers euh, qui est installé dans l'île de Man avec les autres prisonniers allemands, qui étaient des Allemands qui travaillaient en Grande-Bretagne. Et lui, au départ, ce type est rachitique quand il était jeune Mhm. et asthmatique. Et il a développé des exercices qu'il pouvait faire tout seul dans son coin. Et il a continué à développer ces exercices. Euh, il avait des parents, un père qui était kiné, une mère qui était naturopathe. Et pendant cette période où il était confiné, parce qu'il était dans un camp de prisonniers, sur l'île de Man, au large de la Grande-Bretagne, entre l'Angleterre et l'Irlande, il a aidé ses compagnons, les autres prisonniers allemands, à garder le moral en faisant du sport. En faisant du sport avec ce qu'ils avaient. Ils n'avaient rien. Donc, avec les ressorts des matelas, avec tout un tas de ce qu'il pouvait trouver. Et donc, c'est comme ça qu'il a mis au point la méthode Pilate et qu'il a développé ensuite, après la guerre, aux États-Unis. C'est devenu célèbre. Mais voilà, ça commence par des gens qui ont l'idée que, effectivement, quand on est prisonnier, quand on est confiné, de faire une activité physique avec les moyens du bord, de bouger, ça maintient le corps en bon état et l'esprit en bon état. Mhm. Voilà. Maintenant, donc, on parlait pour répondre à la personne, hein, c'était une discrétion spécialement sur les gens qui avaient des pathologies et comment le sport pouvait limiter ces pathologies. Évidemment, le faire avant limite le risque de pathologie, mais une fois que vous avez la pathologie, c'est très important de faire ce sport. Mhm. C'est à tel point très important que le gouvernement a passé des décrets sur ça, que des salles de sport sont autorisées à ouvrir pour ça, malgré le fait qu'on ferme les salles de sport à côté. Et que C'est l'on ça. sait par les différents papiers qui sont sortis que le taux de contamination, c'est ce que je disais au départ dans les salles de sport, est très faible. Tout à fait. On en revient au même paradoxe. On interdit l'accès à des gens sains, mais on ouvre l'accès sur ordonnance à des personnes avec pathologie et donc Voilà. plus à risque. Mm. C'est l'absurdité de l'administration française. C'est un des gros soucis de nous tous, citoyens de notre belle démocratie. On râle régulièrement contre nos gouvernants, contre Macron, avant contre Sarkozy ou contre Hollande. On ne se rend pas compte que les types qui sont mis au pouvoir, que nous-mêmes on met au pouvoir, ben finalement sont pieds et poings liés par l'administration. Parce que quand vous êtes dans la haute administration, vous savez que le ministre, il va rester 1 an, 2 ans, maximum 4. Vous, vous êtes là pour 20 ans, donc il peut raconter Mm. ce qu'il veut. Vous ne changez pas, vous continuez. On voit bien que depuis 30 ans, notre pays n'est plus gouverné. Vous changez le gouvernement, ça ne change rien. Il est administré. Mhm. Et une administration qui est complètement ubuesque, qui va donner une mesure dans une direction, puis une autre dans une autre. Enfin, c'est l'administration. Oui, il y a un Alors, manque
Cette administration, juste une petite plaisanterie si vous me permettez, mais notre haute administration est formée dans une école formidable qu'on appelle l'ENA, E-N-A. Je ne sais pas si vous avez À lu l'envers, ENA dans une glace. Ça tout explique à des fait. choses. Voilà, ça en dit long sur ce type d'établissement. Et sur la manière dont ils forment, c'est nos élites. Oui, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. En résumé, euh, notre société aujourd'hui a développé des maladies qui sont devenues beaucoup trop importantes, en parlant de l'obésité, du diabète et de l'hypertension, car l'alimentation, alors je me rappelle de mes grands-parents qui cultivaient leur jardin, qui avaient des fruits et des légumes qui venaient de leur propre production, qui avaient une ferme aussi. Et tout ça, ça se perd au fil du temps, puisque les supermarchés, les industriels prennent de plus en plus de terrain. Donc, on sensibilise beaucoup les membres de la salle à revenir à nos agriculteurs, à revenir sur les marchés, à revenir à une alimentation classique avec des produits et des matières premières d'origine non transformées, pour justement limiter tous les dégâts que l'alimentation industrielle peut produire comme effet, parce que c'est facile d'acheter une barquette et de la mettre au micro-ondes. Ça demande un petit peu plus de travail d'éplucher ces légumes et de les cuisiner. Mais au final, on y gagne en espérance de vie, en bien-être et en bonne conscience de se dire qu'on mange des choses saines et bonnes pour soi. Le problème, donc ça pourrait être lié à ces facteurs d'obésité, de diabète et d'hypertension. Ce qu'on voit aussi, comme vous le disiez, aujourd'hui, on a tellement de moyens d'être feignants entre les transports en commun, les véhicules, tout ce qui est motorisé. On voit des trottinettes à moteur. Bon, on voit des. Moi, je me pose la question des fois du pourquoi ils ont créé ça en fait. On est des bipèdes et à un moment donné, il faut qu'on reste dans l'utilisation de notre corps. Continuons de bouger, continuons de marcher, continuons d'utiliser notre corps pour ce pourquoi il a été conçu, à savoir fournir de l'énergie. Arrêtons de rester assis. Stop au canapé. Stop à l'inactivité et aux jeux vidéo qui, à la limite, 30 minutes par jour peuvent faire du bien, mais au-delà, c'est de l'excès. Et revenons à une alimentation saine. Cultivons notre savoir, cultivons nos artisans, nos agriculteurs qui en ont besoin également, soutenons-les actuellement dans cette période qui n'est évidente pour personne et remettons les choses en place. Alors oui, on a envie de râler parce on nous enferme dans des décisions saugrenues et ce qui aurait été ce que la plupart des gens attendaient, je pense, ça aurait peut-être été des solutions de santé qui auraient pu être communiquées à la population sur cette période, à savoir changer votre façon de vous alimenter, stopper les produits industriels au lieu de les favoriser dans les publicités. Mettez-vous à une activité physique régulière, bougez, vous en avez besoin, votre corps a besoin que vous restiez actif. Lisez et instruisez-vous. On a l'impression que le gouvernement cherche à nous décultiver, à nous rendre incultes, à faire en sorte qu'on en sache le moins possible et à noyer un petit peu le poisson, puisque les décisions prises d'ouvrir des stations de ski sans télésiège, c'est comme d'ouvrir des salles de sport sur ordonnance. C'est qu'à un moment donné, on est dans de l'absurde et qu'il faudrait qu'on laisse un petit peu plus de responsabilité aux professionnels sur le terrain qui sont prêts à s'engager et à trouver des solutions positives pour remédier à ça. Parce qu'on est nombreux, que ce soit les restaurateurs, que ce soit les libraires, que ce soit, je veux dire, à un moment donné, des personnes qui créent une entreprise sont des personnes de cœur, qui ont décidé de transmettre quelque chose qui leur sont chers, de nous retirer cette responsabilité qu'on a tous vis-à-vis de nos commerces et vis-à-vis aussi de nos clients, parce que personne ne veut de mal à sa clientèle. Je pense qu'à un moment donné, nos responsables auraient dû entendre ce cri d'appel qu'on n'arrête pas de leur envoyer et de leur dire laissez les gens vivre, laissez les commerçants travailler, donnez-nous les mesures à suivre, elles seront de toute façon appliquées. Et en gros, voilà, essayons de trouver du positif, mais là c'est compliqué, ça devient de plus en plus compliqué dans la période actuelle. Ouais.
mais ça, c'est malheureusement un des maux de notre société moderne et française, hein. C'est la déconnexion entre la population et ses élites. Oui. Et là, on le voit de manière criante, où on se rend compte que ils prennent des décisions, mais alors l'exemple, c'est quand même les libraires, parce que non, parce que c'est criant. On ferme les librairies, tout d'un coup, vous avez tous les écrivains les plus connus qui s'insurgent. Et au lieu de dire, bon, bah, on s'est gouré, bon, ok, on admet, on fait machine arrière. Ah non, on ne fait pas machine arrière. On ferme le rayon librairie chez Leclerc. Et voilà. Mm. Comme pour le Black Friday, pour ne pas ouvrir trop tôt, on a demandé à Amazon de déplacer le Black Friday. Bon, enfin, c'est Oui, du n'importe quoi. Comme si ça allait fonctionner. Enfin, exactement. c'est des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité, Tout à fait. Tout à fait. malheureusement. Alors, je vais Malheureusement. inviter les participants qui auraient éventuellement des questions, les amis. Est-ce que vous avez des éléments à soulever? Alors, je vais un petit peu revenir sur les commentaires. J'ai une personne qui m'écrit, cependant, l'âne est un animal qui jadis avait une belle réputation. Effectivement, c'était jadis. Alors, une personne qui note également, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de médecins qui soient au courant de cette prescription, parce qu'on entend souvent le contraire, du genre je suis malade ou j'ai une maladie, donc fini les activités physiques. Oui, ben parce que le problème, c'est que le décret est sorti le 30 décembre 2016, donc il s'appliquait à partir de 2017, et Mhm, que, voilà, le décret est rentré en application le 1er mars 2017. Voilà. mhm. Donc, je peux vous dire que le temps que ça diffuse au niveau des professionnels, allez, je vais être optimiste, je vais dire il faudra 10 ans. D'accord. À moins que on ne crie sur tous les toits, vous Voilà, pouvez voilà, obtenir une voilà, prescription médicale voilà. pour venir faire Moi, du je, sport. je vois bien, j'ai une trentaine d'années de pratique, ben, des choses que je pouvais dire à un moment donné par rapport à la phlébite. Pendant longtemps, c'est surtout, faut pas bouger. On s'est rendu compte qu'il fallait au contraire bouger pour mieux reperméabiliser la phlébite. Ben, je peux vous assurer qu'il a fallu 15 ans pour que les gens acceptent, comprennent que effectivement ça fonctionne comme ça. Mhm. Je parle des Et c'est médecins, vrai hein. et la science évolue aussi régulièrement. Alors, une personne qui note, moi pour mes hernies discales à répétition, les médecins disaient tous stop au sport avant d'afficher dans la salle d'attente qu'il fallait continuer à bouger. Bah oui, voilà. Donc, stop au sport, en fait, le problème, c'est que là, le médecin ne va pas dans le détail parce que il connaît pas bien les détails. Donc, ouais, on n'est pas formé sur tout ça, vous voyez. Tout Donc à fait. après, vous avez des médecins qui s'intéressent au sujet, qui vont lire, qui vont se documenter, qui vont se former, et d'autres, bah, ils n'ont pas le temps. Alors, voilà. Le plus simple, comme le gouvernement, c'est de dire stop. Plutôt que D'accord. d'expliquer et de dire, bah oui, mais dans ce cas-là, oui, de telle manière comme ça. Bah, stop. Voilà. Donc, vous voyez, on a des médecins qui sont comme nos gouvernants, qui à un moment donné préfèrent dire non plutôt que de prendre du temps pour expliquer. Alors, ce serait bien que le discours change et qu'au lieu de dire non, qu'ils disent mes connaissances en la matière sont limitées et je vous invite à contacter un professionnel du sport Oui, pour mais ça, justement ça veut, faire des ça veut points. dire qu'il faut avoir un peu d'humilité. Ah, c'est autre Voilà. chose. Or, malheureusement, ma profession, la profession médicale, n'est pas connue pour son manque d'humilité, je dirais. Et que souvent, pour être médecin, il faut un certain ego. Et je ne vous parle pas des chirurgiens, qui ont D'accord. un ego surdimensionné. Une autre question. Bonjour, le vaccin va-t-il nous permettre de reprendre une vie normale ou va-t-on continuer à vivre dans la situation actuelle, donc avec les gestes barrières? Alors, le vaccin, d'abord, ce n'est pas le vaccin, parce qu'il va y en avoir plusieurs. Il y a une quinzaine de laboratoires occidentaux, dont une dizaine de laboratoires européens, avec quatre voies différentes pour faire un vaccin, quatre méthodes différentes. Donc, on a tous entendu parler de la méthode ARN faite par Pfizer,
BioNTech et Moderna. Mais par exemple, Pasteur produit son vaccin à partir du même mode que la fabrication du vaccin pour la rougeole, pendant que AstraZeneca fait sur le même mode que le vaccin pour la grippe. Donc, on a des vaccins qui vont, par exemple, celui de Moderna ARN doit se conserver à moins 20 degrés, va coûter, je crois, 30 €, alors que celui d'AstraZeneca, sur le même mode que celui de la grippe, comme mode de fonctionnement du vaccin, il va coûter 3 € et se conserver dans un simple frigo. Évidemment, les vaccins ARN, ceux dont on parle actuellement, ont été plus rapides à produire. C'est une nouvelle technologie qui est beaucoup plus rapide. Donc, c'est celle qui pose problème parce que du coup, on n'a pas de recul dessus, évidemment. Donc là, les 3 premiers mois de test étaient bons, mais pour la suite, on ne sait pas, donc on verra. Ceux-là seront réservés, puisqu'on les a à disposition très rapidement, on les aura probablement en janvier, aux personnes les plus à risque dans les EHPAD, et puis aux professionnels qui travaillent avec. Mais on pourra vacciner pas tout le monde. Après, en février, on en vaccinera d'autres. Probablement que les vaccins façon grippe vont arriver au mois de mars-avril. Alors, on va vacciner d'autres personnes, les plus de 80 ans, puis après les plus de 70 ans, puis on va vacciner les diabétiques. Et puis, bref, le temps que Alexia, par exemple, ait le droit au vaccin, on sera peut-être en septembre. Je ne me ferai pas vacciner. Mon vaccin, c'est le sport. Oui, oui. Non, mais... Une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie et effectivement apprendre à Le connaître problème, son corps. c'est que l'impact de ce virus est lié à notre génétique aussi. Oui, oui. Et on a des Tout à mauvaises fait. surprises sur des gens jeunes et sportifs. Des très mauvaises surprises sur des gens jeunes et sportifs parce qu'ils n'ont pas le bon patrimoine génétique. Tout d'un coup, ça matche avec le virus et ça explose. Enfin bref. Ah non, faut pas nous dire ça maintenant. Les choses sont jamais simples en médecine. En médecine, c'est jamais du 100%. Donc on parle toujours sur une population, quoi. On dit oh. Oui, tout à fait. J'ai une personne qui a noté le no sport en définitive n'est valable que pour Churchill. Ah voilà, ça reprend. Moi, il y avait une coupure de connexion. Oui, voilà, pour tout ce que on était en train de dire, ça fonctionne dans, on va dire, 70-80% des cas. Puis il y a toujours toutes les exceptions qui confirment la règle. Bref, pour répondre à ce que disait l'interlocuteur, à ce qu'il posait comme question, oui, une fois que la vaccination va avoir permis d'augmenter, si vous voulez, entre les gens qui ont fait l'infection et qui sont immunisés, on va dire que ce n'est pas du 100% là aussi. Sur les gens qui ont fait la maladie, on peut dire que probablement 70% sont immunisés, peut-être plus. Après, on va monter petit à petit, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont être vaccinés petit à petit dans les 6 mois qui viennent. Et plus on va augmenter le nombre de gens vaccinés et le nombre de gens qui sont immunisés, moins le virus va circuler. Moins le virus va circuler, plus on va pouvoir relâcher les mesures petit à petit. Donc, on peut pronostiquer, allez, la boule de cristal, qu'on devrait nous foutre la paix probablement au printemps. Il va nous falloir encore nous armer de patience. Oui. Et comme je le disais, le fait qu'il y ait des flux qui se mettent en place au cours des fêtes, avec des gens qui vont sans doute voyager de région à l'autre, des croisements et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on puisse remédier à cette transmission de germes. L'avenir nous dira. Alors, c'est vrai que dans les salles de sport, on a un filtrage d'accès qui nous permettait à chaque fois de pouvoir relier les éventuels cas contacts. Alors, par chance, au niveau du club, on n'en a pas eu dans la période d'ouverture. On a des personnes qui étaient cas contact au niveau du travail, mais qui n'ont pas développé le Covid. Mais effectivement, là, ce qui va se passer, le risque va être d'être porteur sain, sans doute, et d'aller voir des gens dans des familles et de se croiser. Et là, il n'y a pas de traçage possible de la façon dont le virus va circuler, en fait.
c'est bien pour ça que, en fait, ce qu'on a constaté pour cette deuxième vague, c'est qu'elle est liée essentiellement non pas aux contaminations dans les salles de sport ou dans les restaurants, même s'il y a pu y en avoir hein, ponctuellement. Mhm. Il y a eu des clusters comme à Drusenheim. Mhm. Euh, mais c'est essentiellement dans les réunions privées. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre? C'est que tous les mariages, les communions, les baptêmes avaient été repoussés à septembre. En plus, les étudiants se sont retrouvés, la rentrée étudiante, ont fait la fête. Ils sont contaminés, ils sont asymptomatiques, ils rentrent à la maison, ils contaminent papa, maman qui s'occupe de papy, mamie, et puis voilà, la chaîne est faite. Mhm. On a toujours 15 jours de 3 semaines de retard, de délai de retard. C'est bien pour ça que le gouvernement, ce coup-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit on va attendre le 20 janvier pour voir pour les restaurants, les bars, etc., si on réouvre. Parce qu'il se dit, ce qui a été dit par M. Macron pour le 1er décembre, il a dit voilà, peut-être qu'on va se retrouver à Noël et c'est normal, mais c'est pour ça que M. Castex dit qu'il faudrait rester à pas plus de 6 adultes, des gens proches. C'est un Mhm. conseil, hein, évidemment. On ne va pas envoyer la police pour vérifier qu'elle a autre chose à faire, hein, que vous êtes à plus de 6 chez vous. Mais on demande aux gens d'être un peu raisonnables, d'essayer de rester par des groupes limités. En Belgique, c'est 5, hein, je vous rappelle, nous, c'est 6 adultes. En Allemagne, c'est 8. Mhm. Voilà. Pourquoi ces Pour chiffres? bon, comme ça. Le loto. Voilà. En Grande-Bretagne, c'est pas plus de 3 familles. 3 familles, c'est-à-dire peu importe le nombre de personnes. D'accord, Cherchez à comprendre. Cherchez à comprendre. très bien. Bien. Cherchez à Alors, comprendre. non, il n'y a plus de questions pour l'instant. Je suis en train de voir qu'il y a eu des blagues sur Churchill en parlant de la Grande-Bretagne. Et vous auriez peut-être un avis à donner par rapport à l'alimentation de votre côté? Vous avez quelque chose? Alors, comme vous l'avez dit, il y a eu des évolutions pathologiques. Vous donnez des conseils à vos patients sur l'alimentation? Évidemment. Évidemment. D'accord. Des petits cours de diététique pour les diabétiques rapides. Ouais. Parce que pour un peu. Il faut faire l'éducation en tant que médecin. On doit passer un peu de temps pour faire l'éducation du patient. Hein, Oui. donc, évidemment. Mhm. Ça fait partie de la consultation quand on est devant un diabétique. Un artéritique, quelqu'un qui bouge ses artères, évidemment, tout ce qui concerne l'alimentation est important. Enfin, mais Mhm. tous ces discours sur l'alimentation sont déjà dans la boucle de beaucoup de gens. Connu. On entend parler partout. Il y a des journaux. Enfin, celui qui n'est pas au courant, c'est qu'il ne veut pas se renseigner parce que vous avez ça, même dans les DN, il y a des pages santé. Vous avez Mhm. des émissions santé à la télévision, à la radio. Donc, Mhm. l'information, elle existe. Encore Mhm. faut-il qu'elle soit bien donnée, que les gens soient prêts à l'entendre. À l'appliquer. Et voilà. Et puis, il faut, on revient sur le problème de tout ce qui est nourriture industrielle, ce que vous disiez au départ, et la production du jardin, etc. On est passé d'une économie de subsistance où il y a 2 générations, des gens pouvaient avoir faim et n'avoir qu'un repas par jour et ne manger de viande que le week-end, ou peut-être même pas. Et nos élites et nos nations occidentales ont décidé à la fin de la guerre, après la guerre, qu'on ne pouvait plus, dans nos sociétés modernes, avoir faim. Et il a été décidé de faire une nourriture industrielle pour pouvoir baisser les coûts et nourrir tout le monde. Mais Mhm. du coup, cette nourriture industrielle, elle est de basse qualité Mhm. alimentaire et nutritionnelle. Et cette basse qualité nutritionnelle, cette très basse qualité nutritionnelle qui est liée à l'industrialisation, a engendré cette épidémie d'obésité, de diabète, d'hypertension. Voilà, on est dessus. Ce que nous vivons actuellement. Ouais, exactement, Mhm. exactement. Parce que les procédés industriels, pour pouvoir proposer une alimentation qui soit à coût très bas pour être à toutes les bourses, eh bien, il faut les aliments les moins chers. Et ce qui est le moins cher, par exemple, ça va être de l'huile de palme,
au lieu de mettre du beurre. Ça va être, voilà, etc. Et puis, pour la préparation industrielle, vous devez les cuire à haute température pour s'assurer d'une sécurité sanitaire, qu'il n'y ait pas de germes dedans. Et vous détruisez Tous tous les les nutriments. bénéfices de l'alimentation au niveau vitamines, micronutriments. Donc, du point de vue nutritionnel, c'est une catastrophe. Catastrophe, tout à fait. Une Et vous question avez vient des d'arriver. gens qui, Pardon. il n'y a pas de problème. Il y a des gens, on est obligé de leur dire, il faut manger des fruits, il faut manger des légumes. Mais docteur, la pomme de terre, c'est un légume. La patate. Eh oui. Alors là, Eh oui, on n'est pas rendu, hein. tout à fait. On n'est pas rendu. Une question, peut-on juste faire un simple contrôle de nos artères pour savoir si tout est OK? Alors, bah, moi, je le conseille, hein. Je conseille, je dirais que à partir de 45-50 ans, il faudrait faire un contrôle. Je dirais qu'il y a un moment donné, il faut. Voilà, moi, ce que je explique aux patients, je ne leur fais pas un examen médical, je leur fais le contrôle technique de la plomberie pour le million de kilomètres du véhicule. Parce que passé la cinquantaine, on a quand même du kilomètre au compteur et c'est peut-être bon d'aller vérifier si la tuyauterie, il n'y a pas des dépôts dedans, quoi. Hein. OK. Il ne faudrait pas mettre un peu de desktop, voire appeler un plombier pour faire des travaux. Mais de la même manière, il faut aller faire vérifier le moteur chez le cardiologue parce que Oui. si vous pensez être en bonne santé puis qu'un beau jour vous bouchez une durite ou que vous coulez une bielle, bah, si vous êtes en race campagne, c'est fini. Hein. Mm. Voilà, c'est tout. Hein. À un moment donné, un check-up n'est pas une mauvaise chose. Mhm. Quel que soit, donc vous disiez à partir de 45-50 ans, donc Oui. hommes et femmes. Ah oui. Malheureusement, mesdames, vous avez eu une mauvaise idée. Vous avez voulu l'égalité avec les hommes. Bon, d'accord, ok. Moi, je m'étais dit que vous seriez suffisamment intelligente pour garder vos qualités tout en étant nos égales devant la loi. Mais non, vous avez voulu être aussi mauvaise que nous. Vous vous êtes mis à boire trop d'alcool, à fumer, à manger n'importe quoi et à pas bouger. Du Les coup, filles, bah, vous vous êtes entendez? diabétique, hypertendu, vous bouchez vos artères, vous faites des infarctus. Eh oui. Voilà les filles, vous avez entendu? Vous buvez trop d'alcool. C'est pas la coach qui l'a dit là, c'est le docteur qui l'a dit. Et quand le Et docteur le dit, le docteur a raison. nous, notre souci, si vous voulez, c'est que nous, on a été formés pour dire l'homme de 50 ans qui fume, qui mange de trop, il fait l'infarctus. Et ça, on sait le détecter. Mais la femme, elle est protégée par ses hormones, elle n'a pas de problème avant 60 ans. Ben, c'est faux maintenant. Mm, Maintenant, on a des femmes qui font des infarctus à 45 ans. mm. Et elles font des infarctus un peu différents de l'infarctus de l'homme sur les symptômes. Et ce qui fait que souvent, ben, nous les médecins, en urgence, il nous arrive de passer à côté. Et la D'accord. mortalité par infarctus chez la femme est aujourd'hui plus importante que chez l'homme. Parce que chez l'homme, tout de suite, on dit, oh, bah ça, c'est un infarctus à long, hop, on s'en occupe. Chez la femme, oh, oui, peut-être, non, vous n'avez pas l'âge, c'est bon, non. Et on passe à côté. Et aujourd'hui, la mortalité par infarctus chez la femme est plus importante que chez l'homme. Donc, je ne vous dis pas bravo, les dames, hein, l'égalité homme-femme, c'était devant la loi, pas sur les conneries. Et les symptômes, quand vous disiez ils sont un petit peu différents chez la femme, ça peut se présenter sous Ben, quelle vous avez forme? le symptôme classique de la douleur qui est là, qui irradie. Chez la femme, Oui. ça va être différent. Elle va se sentir pas bien, elle va se sentir comme un poids, plus la même énergie. C'est plus vague, c'est moins. Alors D'accord. bon, on va se dire, oh, bon, et puis voilà, Ok. Et on fait passer ça sous le coup d'une fatigue ou ça la peut arriver. fatigue, bon, pas ce soir, chérie, j'ai la migraine, enfin bon. Hein, et puis bah, on passe à côté, quoi. Voilà. Bon. Alors les amis, est-ce que vous avez d'autres questions et sujets éventuellement auxquels le médecin pourrait vous répondre? Alors c'est parce que les femmes supportent mieux la douleur. Ça Oui, doit être ça, c'est vrai, Aurélia, oui, c'est effectivement. vrai aussi. C'est pas une Oui. raison pour taper dessus, hein. Non. Oh, aujourd'hui la tendance s'inverse, hein.
semblerait que ce soit les hommes qui apprennent à prendre les coups. Donc, en tout cas, on a beaucoup de femmes combattantes à la salle qui C'est très relèvent bien. un petit peu le niveau justement de la pratique physique. Ouais. Donc, je pense qu'on va pouvoir clore ce magnifique live. En tout cas, merci beaucoup, docteur Merci à Suré-Canal, vous. du temps que vous nous avez bien voulu nous accorder, d'avoir répondu. Alors, je tiens à préciser que le docteur a été hyper enthousiaste. Et ça, c'est une chose rare. Parce que vous n'avez pas été la seule personne que nous avons contactée. Ça nous a vraiment fait plaisir de savoir qu'il y a encore des professionnels de la santé qui sont investis humainement, les amis. Ne mettez pas tous les œufs dans le même panier quand vous dites ah non, les angiologues, ils sont pas sympas, j'aime pas y aller là-bas. C'est pas tous les mêmes, ne les mettez pas dans le même panier. Et puis on ne dit plus angiologue, on dit médecin vasculaire. Donc merci beaucoup. Et puis les amis, merci également pour votre participation à ce live. Espérons qu'il puisse éventuellement être entendu, partagé, transmis, arriver peut-être jusqu'à Paris. Voilà, faire savoir que bah, il y a des personnes sur cette planète qui veulent du bien aux autres, qu'on est tous là pour partager quelque chose sur le plan de la santé, du bien-être, de l'aspect humain, de l'aspect social, que des solutions peuvent exister. Il n'y a pas que nos dirigeants qui doivent y réfléchir. On peut très bien se réunir pour essayer d'y réfléchir ensemble et qu'il y a des acteurs sur le terrain qui sont prêts à s'investir. Il Donc, faut écrire aux députés. voilà, on va faire ça. On va Il faut écrire écrire aux aux députés. députés. Très bien. Merci beaucoup. Vous vouliez peut-être ajouter un mot de fin? Non, 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 non. Faites du sport. Bougez, Super. bougez, bougez, bougez. Hein? Merci beaucoup tout le monde. Très bon après-midi à tous et à très bientôt dans les meilleures conditions. Au Au revoir. revoir.